D'abord, je suis content d'être parmi vous une autre fois et à cet effet, je remercie mon professeur, M. Abdelkader Djaflat, de m'avoir donné cette opportunité pour présenter ce modeste travail de recherche, lequel j'ai le plaisir de partager et de discuter avec vous. Alors, comme vous voyez, c'est un article que je l'ai fait avec notre ami M. Abdelkader Hamadi, l'intitulé « Le paradoxe des connaissances tacites dans les PME portuaires, cas d'une moyenne entreprise portuaire algérienne ». Notre communication d'aujourd'hui est structurée de la manière suivante. Tout d'abord, nous allons vous présenter le contexte des PME portuaires tout en montrant comment la connaissance tacite est repérée. Après, nous allons formuler notre question principale et arrêter nos hypothèses de recherche. Ensuite, nous vous exposerons notre cadre théorique et le modèle adopté. Puis, notre méthodologie de recherche. Et pour finir, nous allons vous présenter les résultats d'une étude de cas d'une moyenne entreprise algérienne. Face à la mondialisation, qui est actuellement une réalité économique, le commerce maritime algérien a connu un accroissement rapide des échanges internationaux de marchandises. Comme vous voyez, en passant de 100 millions de tonnes en 2000 à 120 millions de tonnes en 2004 et 123 millions de tonnes en 2009. Alors cette évolution, malheureusement, n'a pas été accompagnée par du développement du secteur portuaire en Algérie. Donc un retard immense, alors que la quasi-totalité de son commerce extérieur se fait par voie maritime, soit de près de 95%. Donc un retard immense est enregistré dans le secteur portuaire en Algérie. À cet effet, la recherche menée sur la PME portuaire algérienne révèle qu'un nouveau régime de croissance est nécessaire, un régime qui intègre la connaissance d'une manière relativement plus importante pour mettre fin à la politique de gestion étatiste et pour rattraper le retard en termes d'innovation, le retard accumulé en termes d'innovation maritime. Bon, avant d'entrer dans le vif du contexte, permettez-moi de vous donner quelques définitions des concepts clés. Alors, au niveau d'entreprise, nous trouverons deux types de connaissances, les connaissances explicites et les connaissances tacites. La connaissance explicite se définit comme étant la connaissance formalisée, transmissible sous forme de documents réutilisables. Elle peut donc facilement transférer à d'autres personnes, comme les montrent les travaux de Winter, Forey et Djaflat. La connaissance tacite, tandis que la connaissance tacite est très difficile, ou bien nous pouvons définir ce concept clé dans une seule phrase, la fameuse phrase de Michael Polanyi, nous connaissons plus que nous pouvons dire. Ce type de connaissance est très difficile à acquérir, mais n'est pas considéré comme impossible à transférer. Le troisième concept clé, les routines. Les routines se définissent comme des solutions adéquates à des situations actuelles identiques aux problèmes rencontrés antérieurement. Alors, les connaissances tacites ont été constituées dans la PME portuaire, dans l'entreprise portuaire algérienne, avec les réformes du modèle de gestion étatiste adopté depuis l'indépendance du pays en 1962. Alors que ce modèle se base sur un système de planification, du développement d'organisation et de développement du secteur portuaire. Malheureusement, ce système se base ou bien n'a pas accordé une importance aux idées et aux connaissances détenues par les travailleurs au sein du milieu de travail. Donc, une expérience portuaire accumulée au fil des années passées par les travailleurs en termes de manutention, en termes de remorquage, en termes de différentes fonctions de l'entreprise, n'est inexploitée par la direction générale. De même, l'adoption du modèle relatif à l'évolution spatiale en 1982, bien qu'elle nous a permis d'avoir une spécialisation dans plusieurs activités portuaires, sa nouvelle configuration de société par action en 1992 a dispersé les capacités humaines et a poussé plusieurs travailleurs en retraite anticipée.
Dans ce cadre, l'État algérien a voulu améliorer le service portuaire algérien avec le phénomène de la privatisation et la création des décrets présidentiels en 2001 et en 2006, mais malheureusement, la décision demeure toujours centralisée. Alors, ces modèles ont engendré des dysfonctionnements portuaires au plan interne. Donc, nous avons enregistré un affaiblissement du potentiel de recherche et développement, une négligence de formation de qualité, des infrastructures maritimes obsolètes et des équipements d'exploitation portuaire inadaptés. Donc, c'est des conséquences, en fait, qui ont marqué des faiblesses et qui doivent être relevées dans les chaînes de logistique portuaire. Donc, quand vous voyez, les rendements se situent en dessous de 200 tonnes par heure par rapport aux 1000 à 1500 tonnes permises par des équipements modernes. La productivité portuaire avec 10 conteneurs par heure reste la plus faible en Méditerranée. Les délais de transit de marchandises sont de 23 jours contre 4 à 5 jours pour les pays voisins, le Maroc et en Tunisie. Donc, alors, ce contexte ou bien ces résultats, ils ont classé l'offre portuaire algérienne en bas du tableau dans la région méditerranéenne et ont mis l'Algérie à la classe au 140e place au sein du classement mondial. Donc, la PME portuaire algérienne fait face à des soucis de diversification de leurs services portuaires. Alors, réellement, les hydrocarbures, ou bien par la rente qu'elles génèrent, occupent une place prépondérante du trafic portuaire algérien. Alors, comme le montrent les statistiques du ministère, les sorties hors hydrocarbures n'ont pas dépassé les 14% du trafic national contre 52% en 1962 et 90% en 1952. Et en 2007, l'ensemble des ports d'Algérie a réalisé un trafic de 130 millions de tonnes de marchandises, dont 102 millions de tonnes étaient des produits pétroliers, alors que les PME portuaires doivent jouer un rôle d'intermédiaire entre, plutôt pour encourager et favoriser et donner d'opportunités d'exportation et d'importation des matières premières pour les autres types d'entreprises, à savoir industrielles, commerciales, etc. Donc, la PME algérienne continue de vivre dans le même régime de routine. Un régime qui est établi sous la pression des facteurs d'environnement externe provenant du système économique existant et des pouvoirs publics. Alors le régime, ou bien les routines dans la littérature, englobe un socle important de connaissances incarnées dans les formes, dans les règles, dans les conventions autour desquelles les organisations existent. Donc, alors ce régime de routine, nous avons constaté qu'il y a une faible capacité de convertir les revenus des hydrocarbures en capitaux cognitifs. Alors la faible capacité ne résulte pas des moyens financiers, mais elle découle de l'incapacité de convertir les revenus des hydrocarbures en capitaux cognitifs, comme le montrent dernièrement les travaux de M. Djaflat et Lundvall. Bien sûr, dans d'autres secteurs. Alors, conscient de l'importance de ce type d'entreprise, l'État algérien a pris conscience que le passage vers la mondialisation nécessite des efforts de mise à niveau du secteur, bien sûr, portuaire, des entreprises portuaires algériennes. Alors, c'est pour cette raison, le secteur portuaire a bénéficié de plus de 50 projets durant la période 2005-2009. Ces projets se limitent uniquement aux projets de recherche et développement qui sont en cours de réalisation et de projets de formation et des techniques d'information et de communication. Formation uniquement pour les cadres et les TIC, les réseaux web, les PC, etc. Donc, alors,
ces trois paramètres ou bien ces trois actifs représentent les connaissances explicites, alors nous avons enregistré une carence totale dans l'insertion du savoir tacite qui représente 80 à 90% du savoir dans l'entreprise, comme le montrent les travaux de Nonaka et Takishi, Nelson et Winter, Lundvall, Johnson, etc. Donc, dans ce cadre, notre travail de recherche va essayer de répondre à la question principale suivante. Les connaissances tacites sont-elles une ressource stratégique dans les PME portuaires algériennes? Notre travail sera donc centré sur l'hypothèse suivante. Les connaissances tacites ne sont pas exploitées dans les PME portuaires algériennes. Alors, cette notion a été impulsée plutôt par les travaux de Johnson, Lundvall, Joflat, Nelson et Winter, etc. Et repérée par ces trois éléments qui sont les routines portuaires qui constituent le pilier de connaissances tacites. L'expérience constitue également la base des connaissances tacites. L'apprentissage sur le tas, une source de connaissances tacites. Alors cette notion est largement mobilisée dans le cadre de l'approche évolutionniste. À cet effet, nous avons opté pour le modèle et adopté le modèle de Michael Polanyi, le modèle de base. Alors, pour vérifier notre hypothèse de recherche et répondre à notre question principale, nous avons mesuré le savoir tacite ou bien la connaissance tacite au sein de l'entreprise qui constitue une valeur réelle de notre article. Nous avons privilégié une étude de cas microéconomique d'une moyenne entreprise algérienne qui se situe à l'extrême ouest d'Algérie, comme le montre la figure numéro 1 avec la couleur rouge. En fait, c'est une entreprise qui gère le port de Gazaouat et qui relie les autres ports d'Algérie avec les ports du Maroc et relie également, facilite les transactions commerciales avec le port d'Almeria en Espagne. Et pour ce faire, nous avons mobilisé deux méthodes d'analyse. La première, le retour sur l'investissement dans l'intangible, ROI. Et cette méthode, en fait, nous a permis de calculer la rentabilité financière des trois actifs explicites, là, à savoir la recherche et développement, formation et TIC. La deuxième méthode, la PGF, la productivité globale des facteurs, bien qu'elle est un indicateur de mesure un peu controversé dans la littérature économique, mais demeure toujours, ou bien consiste toujours un indicateur utile pour valoriser le capital immatériel, en l'occurrence la connaissance tacite dans ce cas de figure. Et pour les résultats, nous avons classé nos résultats en trois étapes, en termes d'investissement, en termes de rentabilité et en termes de capital cumulé et productivité globale des facteurs. Alors la première, en termes d'investissement, comme le montrent les résultats du tableau, alors nous avons constaté ou bien nous avons conclu que malgré la part importante alloué à l'investissement matériel, sa rentabilité est nettement inférieure à l'investissement immatériel, 0,25 par rapport à 1,06. Et pour la rentabilité, comme le montrent les résultats du tableau, en fait, le résultat le plus notable, c'est que la recherche et développement a pris la part la plus importante en termes d'investissement immatériel, alors que la rentabilité est négative, tandis que les autres actifs explicites, formation et valeur incorporelle, ils ont, malgré leur part minime, elles ont réalisé un indice de rentabilité supérieur, 1280 par exemple, en valeur incorporelle. Et c'est des résultats qui nous a poussé toujours à calculer et à comparer le capital cumulé et la productivité globale des facteurs. Donc la rentabilité est nettement inférieure au capital cumulé durant la période d'analyse 2008-2014. Donc c'est des résultats qui démontrent
qui démontre que la croissance de la productivité et de la rentabilité ne provient plus du capital physique comme le montrent les travaux de Forestier, mais d'une dynamique de valorisation de connaissances. Et c'est pour cette raison qu'on a calculé la PGF et nous avons conclu et constaté que la PGF enregistre des taux très faibles, entre 0,08 et 0,4%. Donc, à cet effet, nous affirmons notre hypothèse de recherche que le savoir tacite n'est pas exploité dans la PME portuaire algérienne et comme perspective, nous souhaiterons élargir notre analyse économique au niveau du secteur portuaire. Donc, nous souhaiterons agrandir l'échantillon. Et comme deuxième perspective, la codification des connaissances tacites dans les PME portuaires algériens qui reste une démarche indispensable dans ce type d'entreprise et même dans d'autres secteurs. Et je vous remercie. Très bien. De Sfax en Tunisie. Oui. Donc elle va, je vois qu'il y a un titre blanc ou pas encore arrivé. Ah, le voilà. Donc elle va nous parler de son étude qui est plutôt, j'allais dire, assez quantitative et économétrique. Mais bon, allez, je vous laisse la parole. Ok, merci. Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier M. Duflat qui m'a donné l'opportunité d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais présenter mes travaux accomplis ainsi que les travaux envisagés de ma thèse intitulée L'énergie électrique entre les opportunités de développement et les risques environnementaux, une transition vers une économie verte, dirigée par M. le professeur Abdelnader Choukri. Donc, depuis le milieu des années 80 et surtout après le deuxième choc pétrolier, il y a eu beaucoup d'attention consacrée à l'importance de l'énergie dans l'économie. Ainsi, l'énergie est devenue un thème de débat public, un thème politique et le sujet de recherche scientifique dans nombre croissant d'économistes. Et l'on a vu fleurir de congrès et de revues spécialisées. Parallèlement, une pléthore de recherches scientifiques ont montré que l'énergie électrique est considérée comme un défi environnemental majeur. Les principales conséquences sont la pollution atmosphérique causant une augmentation de l'effet de serre qui provoque un réchauffement climatique. Dans les mêmes stades de réflexion, dans son rapport de 2001, le groupe d'experts intergouvernemental de l'évolution du climat a souligné que le réchauffement climatique est dû essentiellement aux émissions polluantes et particulièrement aux émissions de dioxyde de carbone causées essentiellement de la consommation d'énergie, particulièrement de celle de l'énergie électrique. À ce titre, dans les domaines de l'économie et de l'environnement, le rôle du changement technologique a reçu beaucoup d'attention. Ainsi, la lutte contre le changement climatique implique donc une nécessaire modification des comportements en matière d'énergie. Adapté à notre contexte d'étude, il y a beaucoup d'interrogations qui vont être abordées dans cette thèse. Quelle est la nature de la relation établie entre la consommation de l'énergie électrique et le développement économique? Quel est l'impact de la consommation d'énergie électrique sur la qualité environnementale? Comment l'énergie électrique peut-elle être consommée de façon acceptable en termes écologiques et du coup permettant une croissance économique verte? Et enfin, comment les innovations technologiques peuvent favoriser une transition vers une économie verte? Donc cette thèse sera organisée sur 3 axes de recherche. Le premier axe de recherche s'intitule ou bien va aborder les enjeux entre l'énergie électrique et le développement économique. On va aborder le fondement théorique de cette partie, l'apport de la théorie économique au débat énergétique, puis on va aborder les déterminants potentiels de la demande d'électricité. Cette partie s'attache de présenter les principaux modèles couramment utilisés en matière de modélisation des demandes d'énergie. Un bref aperçu sur le fonctionnement du marché d'électricité entre l'offre et la demande va être abordé. Ces différents fondements théoriques vont suivre une analyse empirique. Ces tableaux résument une revue de la littérature empirique
qui ont abordé les liens causaux entre la consommation d'électricité et la croissance économique. Je peux citer quelques exemples. Une étude qui a été menée par Al-Moulali et al. En 2014. Elle a travaillé sur un échantillon de 18 pays d'Amérique latine, basé sur la méthode de cointégration des Pidroni et la méthode des moindres carrés ordinaires dynamiques. Ils ont trouvé qu'il existe une relation de causalité unidirectionnelle allant de l'énergie électrique vers les PIB. Ils ont trouvé aussi que l'énergie électrique d'origine renouvelable a un effet plus significatif que celle non renouvelable. Je peux citer une autre étude, l'étude de Bliedricci et Kaichi en 2012. Elle a travaillé sur 9 pays européens. Basée sur la méthode ARDL et la causalité de Granger, elle a trouvé différents résultats. Donc, d'après ce tableau et sur cette revue de la littérature, les travaux empiriques sur le lien causal entre la consommation d'énergie électrique et la croissance économique peuvent être regroupés en 4 hypothèses. L'hypothèse de conservation, l'hypothèse de croissance, l'hypothèse de feedback et l'hypothèse de neutralité. Pour le deuxième axe de cette recherche ou bien de la thèse, on va aborder comment l'énergie électrique peut être un défi environnemental majeur. Nous avons l'intention dans ce chapitre d'étudier en première lieu les fondements théoriques du phénomène de la dégradation de la qualité de l'environnement dans son ensemble. On va aborder les relations ambivalentes entre l'environnement et la croissance afin de mettre l'accent sur les différentes controverses autour de la courbe environnementale de Kuznets, puis l'analyse coût-bénéfice. Ces fondements théoriques suivent encore une analyse empirique, commencer par une revue de la littérature, puis le choix des modèles et présentation des variables, la méthodologie d'estimation, et finir par des résultats et des conclusions. Pour le troisième axe de la recherche, on va attaquer les innovations technologiques au cœur de la transition vers une économie verte. On va voir comment les innovations technologiques peuvent être des solutions pour atténuer les émissions de CO2 émises de la consommation de l'énergie électrique. Je n'ai pas encore fait une étude, une littérature sur cette question. Je peux citer quelques références bibliographiques qui ont travaillé sur cette problématique. Energy, the environment and technological change. The effect of new technology on energy conception. Technological change and energy, an empirical assessment of innovation and adoption. Determinants of renewable energy innovation, environmental policies, market regulation. Sustainability innovation in the electricity sector. Dans l'attente de vos remarques et vos conseils, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci, droite ligne avec ce qui a été fait déjà pour la thèse et qu'on connaît, ce croisement entre la connaissance tacite et ce qui est évidemment les aspects de l'effet de la connaissance tacite et sur les performances économiques. Je dirais ça commence à devenir un classique, parce qu'on a quand même déjà pas mal travaillé maintenant sur les connaissances tacites, mais pas forcément toujours sur le lien connaissance tacite et performance, d'autant plus que les performances ici sont éclatées sur plusieurs niveaux. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de matière dans cette présentation. Je ne vais pas la... Surtout qu'il y a une revue de la littérature qui est issue de la thèse, qui est déjà très riche. Donc, je pense que là, il y a peut-être quelques interrogations sur peut-être certaines références, mais globalement, je pense que le champ est maîtrisé. Et il y a un choix d'un terrain empirique qui est aussi maîtrisé, qui a accès à l'information et le reste. Alors, les interrogations
peut-être qu'on pourrait avoir, c'est évidemment sur un certain nombre de liens ou d'hypothèses ou d'interrogations, puisque au départ on est orienté vers une question sur la dimension connaissance tacite comme ressource stratégique. En d'autres termes, est-ce que les connaissances tacites constituent une véritable ressource stratégique? Et évidemment, si cette question est posée, ça veut dire que nous nous orientons vers une réponse calibrée pour définir ces connaissances tacites comme ressources stratégiques. Alors, il n'est pas défini, soit si ça peut être été rapide, mais pas clairement défini à mon sens. Déjà, on se pose des interrogations. Qu'entend-on par ressources stratégiques? Est-ce que ressources stratégiques sont forcément celles qui sont les plus à même d'avoir un impact sur les performances économiques? Donc, l'autre aspect, évidemment, qui interroge, c'est le choix de la méthode, et en particulier la batterie d'indicateurs qui est maîtrisée, mais en même temps, on se pose la question, quels sont les fondements de la sélection de ces indicateurs? Ils ne sont pas ici aussi clairement établis, mais en tout cas, ils font partie du choix qui a été opéré par les auteurs. Évidemment, on est un peu interrogatif, dubitatif sur les liens entre rentabilité et productivité globale des facteurs et efficacité, performance, puisque il me semble que nous sommes sur des registres différents. Alors peut-être qu'il y a des clarifications un peu à apporter. Pourquoi on se positionne sur ce type de performance inclut le ROI. Alors ROI, il faut faire attention parce qu'initialement, il ne voulait pas dire retour d'investissement sur l'intangible. C'était sur l'investissement tout court. Donc il y a peut-être aussi des corrections à apporter ici. Donc, à mon sens, il y a... Alors, c'est clair qu'on est aussi, sur le plan méthodologique, on est ballotté entre l'étude de cas et l'analyse de série. De l'analyse conventionnelle sur des données quantitatives. Alors, quand on voit l'annonce de la méthode, on est plutôt orienté vers une étude de cas classique, puisqu'il s'agit d'une entreprise portuaire qui est bien cernée, dont on connaît évidemment le développement, etc. Mais on sait très rapidement, on quitte l'optique étude de cas et on se retrouve dans une autre optique d'analyse de données. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être des confusions, enfin des interrogations ici sur des confusions à lever pour on sache si on s'inscrit sur une méthode qui est l'étude de cas conventionnelle ou on est sur une méthode mixte avec à la fois des études de cas, mais aussi une analyse plus quantitative dans le pur modèle que l'on connaît. Donc il y a quelques interrogations qui, à mon sens, en plus des autres remarques, qui devraient donner un peu plus de clarté. Alors, sur les résultats PGF et autres, bon, je pense qu'il semble être plausible selon les données et les travaux qui ont été faits par ailleurs, puisqu'effectivement la PGF moyenne calculée par la Banque mondiale, tout secteur confondu, tourne autour de ce que vous avez trouvé ici. Donc les résultats ne sont pas étonnants en soi. Mais maintenant, est-ce que c'est un hasard que ces résultats coïncident ou autre? Je n'en sais rien. C'est à vous de nous le dire. Et sur le deuxième exposé, moi j'ai trouvé que c'était excellent pour un début, pour une interrogation sur le lien entre énergie électrique et économie verte, et plutôt cette question de transition, et surtout comment
lier cette énergie électrique, les liens causaux qui pourraient exister entre les formes d'énergie et la croissance économique. C'est ce que j'ai cru comprendre dans la présentation. Mais ayant dit cela, évidemment, il y a quelques interrogations. D'abord sur l'énergie électrique, qui a toujours été définie, alors excusez l'état de mon ignorance, comme étant une énergie plutôt propre, non polluante. Vous la présentez comme une énergie qui est à haute intensité de pollution. Okay. Donc il y a peut-être des choses à voir ici et peut-être aussi renforcer cet argument. Pourquoi est-ce que effectivement c'est une énergie polluante et surtout par rapport aux indicateurs que vous avez choisis. Alors, et on dit cela, le travail paraît être maîtrisé et clair, mais cependant, j'ai l'impression qu'il y a un éparpillement. Je pourrais dire peut-être 3 questions de recherche dans une thèse. La première serait celle qui, effectivement, tournerait autour de cette transition énergétique entre énergie électrique et des énergies propres pour l'économie verte. C'est déjà un gros morceau. La deuxième serait cette question de la consommation de l'énergie et ses effets, bien sûr, sur la croissance. Et la troisième, c'est l'innovation. Alors, on a l'impression que vous avez 3 interrogations en une même thèse. Et est-ce que c'est ça, c'est là l'objectif? Est-ce que c'est pas risqué? Ça, c'est des interrogations qui me viennent à l'esprit. Et également sur une batterie d'hypothèses dont on ne voit pas vraiment le lien avec, parfois, le lien avec les questions posées. Alors, il faut peut-être nous éclairer, à mon sens, après le débat, qu'est-ce qui est important? Peut-être qu'il faut hiérarchiser, que vous avez une seule question, que l'innovation est aussi une question fondamentale qui nous intéresse, mais comment l'articuler dans une thèse qui est, évidemment, qui touche au lien de la transition, enfin, de l'énergie électrique et de la transition vers l'économie verte. J'ai quelques doutes sur la facilité à faire ce travail en y intégrant tous ces éléments à la fois. Et à partir de quel type de modèle, à partir de quel type de fondement théorique. D'ailleurs, sur l'innovation, vous n'avez pas encore investi proprement la question plan théorique. Okay. Donc, c'est quelques-unes des interrogations que j'ai. Et bien entendu, j'ouvre le débat à nos amis. C'était simplement mise en... Non, j'ai rien dit. Roger, bien sûr, il est là. On peut pas... Je vais commencer pour une raison bien simple. Je voudrais absolument saisir l'occasion de, peut-être même un peu au nom de d'autres camarades, pour dire une félicitation à M. Imad, parce que quand j'ai reçu le mail de convocation, j'ai vu que il est venu après d'ailleurs ce mail, que Imad intervenait. Donc du coup, donc je voudrais vraiment qu'on lui dise merci pour sa thèse de doctorat. Voilà, ça a été fait pour les autres ici. Merci. Et je dois dire que le réseau produit un tel magma de matière grise que c'est bien que tu sois dedans. Alors, moi, j'ai pas vraiment d'interrogation. J'ai juste un constat que j'ai fait. À la fin de ton travail, tu as parlé, c'est la partie perspective, je pense. En fait, je m'interroge un peu sur cette partie-là, parce que tu as l'air de dire que... Enfin, moi, je m'interroge sur... je ne sais pas si c'était un souhait ou une volonté, après coup, de pouvoir soit généraliser l'utilisation de la connaissance tacite dans les entreprises, les petites entreprises. Parce que il me semble que l'hypothèse de départ, c'est de dire que bon, ça n'est pas utilisé, c'est peut-être même pas connu, les connaissances tacites, ou sont mal utilisées dans les entreprises. Enfin, je n'ai peut-être pas bien saisi, mais j'aimerais bien que tu reviennes un peu sur cette partie-là, les perspectives, parce que je ne sais pas ce que tu entends par éventuellement le fait de... Je ne sais pas si c'est la généralisation ou bien informer les entreprises sur la mise en place de cette espèce de connaissances qu'elles ne sont pas les entreprises, qu'elles n'ont pas les entreprises. Voilà, je souhaite avoir quelques lumières. Et puis sur l'intervention de Madame Dreda,
Bon, moi, je suis un peu comme M. Djeflat, je trouve que je suis la forme et je suis le fond. J'ai des choses un peu j'ai retenu des choses. Sur la forme précisément, je trouve que, si j'ai bien compris, vous dégagez, c'est peut-être lié au temps aussi, vous dégagez 3 grands axes de travail. Vous avez dégagé 3 axes de travail, et chaque axe de travail, vous dégagez une littérature et des hypothèses. Si j'ai bien compté, dans un des axes de travail, vous dégagez 3 ou 4 hypothèses, ce qui renvoie à peu près à, pour 3 axes, 8 hypothèses au total. Je trouve que ça fait peut-être beaucoup, non? C'est juste une question, je m'interroge sur la méthodologie, enfin sur la forme de cette présentation en 3 axes du travail, avec autant d'hypothèses. Voilà. Oui, merci aux 2 intervenants pour leur présentation claire et structurée. J'ai une série de questions, peut-être plutôt des remarques constructives, avec une visée évolutionniste, c'est-à-dire j'aimerais que vous les preniez comme des remarques qui visent à améliorer votre travail. Vous passez trop de temps à nous donner un état des lieux, et finalement, moi je ne vois pas l'usage, je ne vois pas vraiment le rapport entre l'état des lieux et l'étude de cas. Si j'ampute entièrement la partie état des lieux des ports algériens, qu'est-ce que ça changerait? Et ma réponse est très clairement rien du tout. Et donc je ne vois pas vraiment le rapport. Je comprends que vous essayez de comprendre peut-être a priori l'historique d'une entreprise portuaire, mais étant donné que vous avez une étude de cas unique, c'est-à-dire une seule entreprise, je pense que ça ne sert pas à grand-chose, personnellement. Vous auriez pris un grand échantillon de ports algériens ou de PME qui travaillent dans le secteur portuaire, j'aurais compris que c'est très important de faire un état des lieux. Également pour les liens entre connaissance tacite, l'approche évolutionniste et la méthodologie de collecte et de traitement de données. Je pense que les liens entre ces 3 sections sont très très faibles. Je n'arrive pas à voir, par exemple, ce qui n'apparaît pas dans votre travail, c'est quel type de données, quelle technique de collecte de données vous avez mobilisée et comment ces données ont été traitées. On a des résultats quantitatifs à la fin, mais on ne sait pas vraiment comment ils ont été, par quel chemin vous avez abouti à ces résultats. Et ma dernière remarque concerne l'explication que vous fournissez par rapport aux résultats quantitatifs que vous présentez. Je pense qu'il y a plusieurs explications rivales. Comment justifier la vôtre? Voilà en quelque sorte l'ensemble de mes remarques. Et je vous remercie. Tu n'aurais pas pour la deuxième? Non, j'en ai pas. Ah, je pensais que c'était pour les 2. Excusez-moi, non, j'en ai pas. D'accord. J'ai mal entendu, alors je pense que c'était pour les 2 présentations. Vous me permettez? Oui, bien voilà. Donc je remercie les 2 intervenants pour leur présentation et je suis content de voir de nouveau notre cher ami Ahmed parmi nous, ancien combattant ici de MacTech. Voilà. Donc je commence par plutôt des remarques, ce ne sont pas vraiment des questions pour le travail d'Ahmed et je suis désolé de ne pas avoir assisté dès le début, j'étais un peu pris. Donc ma remarque c'est en relation avec le fond du travail. Dès que j'ai vu donc l'exposition de la méthodologie, donc on voit une défaillance méthodologique. Bon, j'ai vu qu'il s'agit d'une étude hypothétique déductive. Il y a des hypothèses à vérifier que tu as construites à partir de la revue de littérature. Et après, on trouve une analyse qui se base sur une analyse descriptive qui semble avoir des données secondaires. Je ne sais pas, bon, je reviens à ce qu'a dit Mohamed, comment ça a été collecté. Tu pars d'une étude de cas, après tu exposes des données donc, quantitatives, mais il s'agit d'une analyse descriptive. Il n'y a pas vraiment une méthodologie claire ou cohérente qui permet de répondre ou de vérifier ou rejeter les hypothèses. Voilà, avec la démarche, ce n'est pas très cohérent avec la démarche hypothético-déductive.
Après, je viens à la présentation de mademoiselle, donc je lui souhaite une bonne continuation pour bien finir sa thèse. Comme départ, je pense qu'il y a pas mal d'éléments positifs, surtout la qualité de la bibliographie, et que j'ai vu que la majorité de la bibliographie c'est de anglo-saxonne, et ça c'est un bon départ, parce qu'il y a, surtout avec la nature du sujet. Après, je reviens peut-être donc aux remarques concernant les questions de recherche. C'est un peu vague, bon, comme ça a été dit, donc peut-être il faut bien cerner la problématique. Et il y a pas mal de questions, bon, peut-être il semble intéressant en relation avec l'étude de la causalité entre énergie et développement économique, mais peut-être il vaut mieux se focaliser sur une ou deux questions et aussi avoir, donc, anticiper la démarche adoptée par la suite, parce que là, s'il s'agit d'une étude qui va être faite sur le contexte tunisien, il y aura pas mal de difficultés pour collecter les données. Et ça, je ne sais pas si tu le connais pas. Ah ouais. Parce que là, surtout s'il s'agit des données secondaires et avec des établissements publics, donc tu risques d'avoir vraiment des difficultés pour avoir les bonnes données à analyser. Ou sinon, donc peut-être il faut avoir vraiment donc une idée sur la manière dont tu vas donc collecter les données et la manière dont tu vas analyser les données, c'est-à-dire la méthodologie. Voilà. Bon. Oui. Merci les deux intervenants. Mes questions pour M. Imad. Je vous remercie pour la présentation. Ma question principale, beaucoup plus, je partage peut-être l'avis de Mohamed et Karim, même vous, M. Djefla. Il me paraît dans la méthode des données. Comment vous avez collecté? Est-ce qu'il s'agit des données secondaires? Est-ce qu'il s'agit des enquêtes? Parce que là, ça pose un grand problème pour moi pour les deux méthodes, de l'utilisation des deux méthodes. Parce que dans les débuts de ma thèse, j'ai travaillé avec la méthode de ROI, le retour des investissements sur les actions de formation. Donc depuis les années 30, après le modèle de Kirkpatrick en 1959, notamment les travaux de Phillips en 1996 qui a introduit cette notion dans les sciences de gestion, le retour des investissements. C'est une méthode très délicate à appliquer, donc ça demande beaucoup d'informations, notamment qualitatives et en plus quantitatives. Et je ne vois pas l'introduction de la variable connaissance tacite dans ce modèle de ROI. Généralement, ROI, ça suppose un investissement avant, comme par exemple des actions de formation, des actions d'acquisition des savoirs. Mais les compétences tacites, ça ne demande pas des engagements financiers pour développer beaucoup plus l'absence de cette variable. Ça a mis cette méthode inexploitée, ou ça sert non significatif. Pour la deuxième méthode, la PGF, c'est une méthode aussi assez compliquée. Donc même au sein des entreprises, ça nécessite des travaux quantitatifs et des données de plusieurs variables. Notamment, généralement, on applique cette méthode avec la fonction de coupe de glace. Donc il y a une productivité, il y a le capital, il y a le travail, il y a les résidus de Maslow. Donc c'est aussi un travail très compliqué et très contesté. Donc on voit en plus dans les résultats aussi qu'on ne comprend pas vraiment les résultats. Donc il s'agit des pourcentages qui ne sont pas clairs, et même les connaissances tacites, on ne voit pas dans les résultats. On voit beaucoup plus le recherche-développement. Et ça aussi, ça ramène à ma question aussi. Pourquoi comparer les connaissances tacites aux recherches et développement? Recherche et développement, généralement, c'est vrai, c'est un pilier, mais c'est un outil d'acquisition ou c'est un outil dans l'approche évolutionniste. Même pour, par exemple, Apple, il investit beaucoup, c'est la meilleure entreprise qui a investi beaucoup plus dans la recherche et développement. Pour les autres savoirs, ou pour les connaissances tacites, ou pour les autres variables. Et pour ma dernière question sur la fin, dans les futurs travaux peut-être, ou dans vos souhaits par exemple sur la codification tacite. Ça c'est une question primordiale pour l'approche évolutionniste. Je vois par exemple les travaux de Nanocam 96, le modèle japonais. De toute
façon, peut-être j'ai mal interprété, mais il y a des entreprises qui ne souhaitent pas codifier leurs compétences parce qu'elles représentent un cœur de métier ou des compétences organisationnelles pour cette entreprise. Donc pour codifier, pour eux c'est un problème. Cette idée, elle partage beaucoup de chercheurs. Pourquoi vous préférez codifier ces connaissances tacites? Et je vous remercie, je n'ai pas de questions. Merci. Alors, peut-être deux points. Vous voulez intervenir? Attendez. Non, mais pour réagir à chaud, les points sont clés. Vous avez compris là. Alors, à ma connaissance, ROI, c'est beaucoup plus ancien. Oui, justement, c'est en 1930, la commence 1930, voilà. Mais était vulgarisé les travaux 96 de Philips. Ah, plus ancien, c'est les ressources humaines. Avant même, hein, c'est les années 60, vers la fin des années 60, c'est déjà Ansoff qui les a déjà formalisés. Il faut revoir. Plus de les ressources humaines peut-être. Ah, voilà. Donc le ROI et hein, je sais pas, Mohamed a peut-être dit. Dans le courant stratégique, dans le courant stratégique. Oui, donc pour Ansoff, c'est qui? Dans les années 60. C'est le père à penser de Michael Porter. C'est son prof. Donc on est en plein dans le cœur de la stratégie. Hein. Ce sont deux économistes. Oui, les deux économistes, comme il a dit. Parce que moi j'ai utilisé dans l'outil de l'investissement de la formation. Donc, ah oui, mais moi je les ai utilisés dans ma thèse aussi. Donc, ça vous donne une idée que c'était pas nouveau. Hein. Bon. Non, le point essentiel que je voulais soulever, c'est sur effectivement la R&D et les connaissances tacites. Parce qu'on revient vers le modèle évolutionniste, où nous avons les deux niveaux qui ont toujours été mis, on a expliqué hein, dans différents travaux, Lundvall, Johansson, toute l'équipe d'Albor, le STI et les DUI, nous revenons vers ça. C'est-à-dire que la R&D fait partie en fait de ce qui est plutôt dans l'univers de la codification. Parce que nous avons des choses qui sont codifiées, qui sont quantifiées, qui sont décidées, qui sont bien sûr décidées d'une manière formelle. Alors que ceux qui relèvent des connaissances tacites seraient plutôt dans la deuxième sphère qui est apparue dans la pensée évolutionniste pas longtemps, hein, les années 90, plus codifiée, enfin plus mise en évidence dans les travaux des années 2000, où effectivement ce corpus de connaissances tacites est sur l'usage, l'apprentissage par l'interactivité, l'apprentissage par l'usage et par évidemment par l'interaction. Donc nous sommes sur deux univers et là il faut faire très attention, comme il a mentionné, est-ce que dans la pensée évolutionniste, est-ce que nous nous situons vraiment dans l'univers qu'il faut? C'est-à-dire que si on aborde les connaissances tacites, il faut aussi mobiliser la partie de la pensée évolutionniste qui donne l'univers, disons, approprié. Et l'univers approprié, c'est le DUI, c'est Doing, Using, Interacting, qui est un des apports majeurs de la pensée. Donc, on peut faire des confusions quand on mélange des éléments du STI, qui ont le Science Technology Innovation Policy, et puis des éléments de l'univers de DUI, qui est l'apprentissage, l'expérience, l'accumulation technologique par l'usage. C'est un point théorique et très important et qu'il faudrait noter et qui peut être relevé par des évaluateurs de votre article éventuel. Oui. Juste une petite, dans le prolongement de ce que vous voulez dire, moi je pense également qu'il y a des concepts comme la théorie évolutionniste qui est née, c'est des concepts polysémiques qui viennent d'autres champs disciplinaires et qui perdent en rigueur lorsqu'ils sont utilisés dans d'autres champs disciplinaires. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que c'est le cas avec la théorie des systèmes en général. Je crois que j'avais eu une discussion assez longue avec Badr la dernière fois sur la théorie des systèmes. La même chose s'applique pour la théorie évolutionniste. Quels sont les éléments que vous retrouvez de cette théorie dans vos données, c'est-à-dire sélection naturelle, variation, mutation, ou ces éléments-là qui montrent, qui justifient l'ancrage théorique par la théorie évolutionniste. Si vous ne parlez pas de variation, si vous ne parlez pas de mutation, et après, voilà, il y a également la distinction qu'il faudrait faire en termes de terminologie entre développement, évolution, changement.
Pourquoi c'est pas un changement et c'est une évolution? Pourquoi c'est pas un développement et c'est une évolution? Donc, il faudra trouver au sein des données des éléments qui permettent de précisément identifier quels sont les éléments de la théorie évolutionniste que vous retrouvez dans vos résultats. Parce que sinon, elle vous aura pas servi à grand-chose. Cette théorie ou cet ancrage théorique n'aura pas servi à grand-chose finalement. Donc il faut créer l'univers adéquat pour qui. Le troisième élément qui Farouk avait évoqué, effectivement, cette difficulté à cerner la PGR à partir de la fonction Cobb-Douglas. Ouais. C'est énorme comme travail et beaucoup de gens se sont cassés la figure là-dessus. Avec cette fonction est protestée déjà. Oui. Déjà, la fonction Cobb-Douglas elle-même pose des questions. Ouais. Et donc, la saisir à partir de cela avec tous les résidus. Dans une PME, c'est très difficile. Tous les résidus, c'est complexe. Il faut voir les travaux de Jean-Louis Reffers, Marseille, qui fait référence aux difficultés rencontrées par l'application de cette approche. Donc, moi, la préoccupation que j'ai, c'est que dans la nouvelle théorie de croissance endogène, on a toujours dit que la recherche et développement était le point où on devait investir plus pour pouvoir accéder au niveau de croissance. Donc, je me dis que si l'indice de rentabilité au niveau de la recherche et développement est négatif, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un domaine, un domaine où il faut qu'on investisse plus pour pouvoir accroître la productivité de l'entreprise en question des PME portuaires. Et en ce qui me concerne, pour ma part, je me dis que ces entreprises, ces PME portuaires, allaient avoir besoin plus de la recherche et développement par rapport à l'innovation. Comment est-ce qu'elle va innover et apporter de nouvelles technologies ou de nouvelles stratégies concernant l'innovation pour pouvoir gérer mieux les flux de stock qu'elle peut gérer par rapport à sa production ou son fonctionnement. Donc j'ai un petit souci avec la recherche et développement. Merci. Merci pour ces remarques et ces suggestions scientifiques. Je vais commencer, quand même, je vais respecter l'ordre, en commençant par la question ou bien l'éclaircissement de M. Roger. Alors, la partie perspective. Effectivement, nous souhaiterons élargir l'analyse économique au niveau du secteur. En fait, c'est pour relancer une dynamique endogène au sein des entreprises portuaires, parce que j'ai pris une seule entreprise et au début j'ai fait une analyse au niveau macroéconomique. Elle était un peu descriptive avec des arguments théoriques, des travaux déjà effectués, déjà faits. Et après, vu les contraintes de collecte de données, on a pris une seule entreprise, cas d'études. Alors, je voudrais élargir l'échantillon pour argumenter et donner beaucoup plus du poids à cet article, parce que c'est très important. C'est un terrain de recherche fructueux et original, le secteur portuaire, et qui vit en marche de l'innovation, en particulier dans le cas de l'Algérie, avec cette tentative de mesure de connaissances en général, connaissances explicites et tacites. Je voudrais relancer, plutôt proposer ces techniques ou bien ces résultats pour relancer une dynamique endogène et pour adopter un modèle fondé sur l'économie de la connaissance en général. Parce qu'il vient en marche de l'économie fondée sur le savoir. Ça, c'est pour le... Bon, après, l'état des lieux... Oui. Alors, la question de monsieur état des lieux, le rapport entre l'état des lieux et l'étude de cas. Effectivement, je partage votre avis, mais il me semble qu'au début, j'ai fait une analyse, comme je vous ai expliqué, j'ai fait une analyse au niveau macroéconomique. Après, j'avais la possibilité d'arrêter l'analyse au niveau macroéconomique, une analyse descriptive avec des arguments théoriques, mais je voulais juste argumenter toujours avec une étude de cas microéconomique. C'était ça l'objectif. D'accord ? Alors...
Quelle technique de voilà. Quelle technique de collecte de données? J'ai sélectionné la technique de porte-à-porte directement avec des responsables des différentes fonctions de l'entreprise. C'est des entretiens et voilà, c'est des entretiens et après ils m'ont voilà. D'accord. C'est de la documentation qui avait recueilli en fait chez l'entreprise. En fait, à partir de ces documents-là, en fait, on a réussi à calculer les indices. On s'est pas questionnaire. Voilà. D'accord. En fait, Vous avez plusieurs sources de données. Voilà. Donc, entretien et documentation. Voilà. Je l'ai mentionné dans l'article. Voilà. Vu le temps, revenons vers notre ami Karim, une défaillance méthodologique, une analyse descriptive. Oui, effectivement, ma présentation la présentation des résultats était uniquement une analyse descriptive. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais dans l'article, je l'ai partagé en trois. Une analyse descriptive, une analyse explicative et interprétation des résultats. Vu le temps, je n'ai pas pu interpréter les résultats théoriquement. Mais dans l'article, il y en a. Si je me permets, Oui. Juste là, parce que là, quand on voit aussi le résultat, oui, bien sûr. Je ne vois pas comment ces résultats-là, ils permettent de vérifier ou de rejeter l'hypothèse qui est l'utilisation des connaissances tacites. D'accord. Je vois l'utilisation de différents indicateurs financiers, D'accord. ROI, rentabilité, D'accord. productivité, mais je ne vois pas comment ça permet de rejeter ou ne pas rejeter. D'accord. Ouais, effectivement. Oui. Dans l'article, j'ai reformulé un petit peu la question principale, mais dans l'article, la question principale a été beaucoup plus centrée vers l'étude de cas de l'entreprise. Mais pour faciliter un petit peu la présentation, je l'ai mis. Oui. Je vais compléter un peu. D'accord. Parce qu'en fait, au début, il faut remonter en fait, dans l'historique de l'écriture de l'article. Donc en fait, on s'est posé une question. Donc la question là que vous voyez dans la présentation, c'est une suite logique à une question qu'on s'est déjà posée dans un premier temps. En fait, c'est de calculer la connaissance explicite. Ouais. Donc décliner ces trois éléments, donc recherche, développement, formation Et valeur incorporelle. Donc en fait, on avait pris les bilans de l'entreprise. En fait, on a utilisé la méthode ROI. Donc en fait, pour calculer la connaissance tacite. Et donc en fait, on a vu qu'il y a une part du tacite dans tout ça. Voilà. Et donc en fait, la réflexion a évolué. Et en fait, on a vu qu'il y a une part importante en calculant, vu les résultats des indices, on a vu qu'il y a une part de tacite importante. Et donc, en fait, je rejoins toutes vos remarques sur le fait que cette méthode, peut-être, n'est pas adaptée pour calculer la connaissance tacite, mais beaucoup plus pour calculer la connaissance explicite. Ça a gêné un petit peu les gens. Effectivement, il y a... Donc, c'est ça, en fait, c'est pour éclaircir cette ambiguïté. Mais il faut la lever dans l'article. La question était centrée sur l'explicite dans l'article. D'accord, mais j'ouvre la parenthèse juste pour éclairer un petit peu la situation. Moi, à ma connaissance, je connais selon la littérature, je pense, deux sources d'innovation au sein de l'entreprise. Soit on passe par une innovation qui se base sur la recherche et le développement, ou bien une innovation qui se base sur un apprentissage acquis par la pratique qui est une source de connaissances tacites. Donc, moi j'ai pris les connaissances explicites en se basant beaucoup plus sur la recherche et développement, négatif en passant direct par l'autre côté, par l'autre moteur, le tacite. Voilà, c'est ça, en fait c'est une démonstration un petit peu mathématique. La recherche et développement, il est négatif, on peut innover en se basant beaucoup plus sur l'investissement dans le tacite. C'était ça l'objectif. C'est pour cette raison j'ai calculé les indices de rentabilité d'explicite. C'est une démonstration inverse pour passer au tacite. Mais ça passe pas le problème. Parce que les hypothèses de la connaissance explicite ne sont pas les mêmes de connaissance tacite.
La première a des outils, on peut la vérifier, on peut la quantifier, mais les connaissances tacites, c'est ça le... Ouais. Pardon. Non, On revient toujours à la question comment mesurer la connaissance. Justement, c'est ça. En fait, c'est la variable de mesure. Oui. En fait, c'était si on revient par exemple à la question, son non exploité. Je voulais juste montrer ou bien éclairer que le tacite existe. Je ne le mesure pas. En passant par l'explicite, qu'on peut en fait détecter cette part. Voilà, cette part importante du tacite. Donc en calculant l'explicite, on a en fait, On peut là poursuivre le processus. Comment c'est là où le cadre de l'on a accouché est utile parce qu'il permet de montrer par la socialisation, comme par exemple, comment une connaissance internalisée va s'extérioriser à travers des processus de socialisation. C'est là où on passe du tacite à l'explicite. C'est-à-dire, votre argument, je le vois, il paraît assez logique, mais je pense qu'il y a une étape qu'il va falloir clarifier qui permet d'acheminer le raisonnement et la transition entre le tacite et l'explicite. Et puis l'hypothèse que tacite plus explicite égale 1 n'est pas forcément vérifiée. Oui, justement, C'est une hypothèse qui n'est pas fondée par la littérature économique. Il n'est pas certain que tacite plus explicite égale 1. C'est pas sûr. Okay. Donc si on ne l'a pas fondé théoriquement, on ne peut pas le dire. Bon, on va lui donner aussi la parole, sinon, s'il y a encore un deuxième tour, allez-y. Merci. Merci pour toutes les interventions. Je vais répondre Vous n'êtes pas obligé de répondre à tout. À tout, parce que, non. Je vais répondre globalement. Globalement. Concernant la problématique, les hypothèses, l'échantillon des... Vous lâchez personne. Ensemble. Bravo. Allez-y. Donc, dès le début, j'ai commencé à lire des articles seulement sur la relation entre la consommation d'électricité et la croissance économique. Mais ça, c'est pas suffisant pour faire une thèse. Il y a des autres études qui ont abordé la question de l'énergie électrique comme un risque environnemental. Donc, je trouve cette relation tripatrie entre énergie, croissance et environnement. Mais la question reste donc dans un premier axe l'énergie comme un moteur de développement, puis l'énergie comme un risque environnemental. Donc je trouve aussi que c'est pas suffisant pour faire une thèse. Il faut voir un autre truc pour enrichir les travaux et pour faire un apport d'actualité de nouveau. C'est l'innovation technologique. Il faut intégrer l'innovation technologique comme un outil pour réduire les émissions de CO2 émises par la consommation d'électricité. Donc je peux faire une problématique, puis des sous-problématiques. La problématique globale, c'est comment l'énergie électrique peut être consommée dans des conditions acceptables en termes écologiques et économiques. Mais monsieur, vous... C'est déjà l'objet d'une thèse. C'est déjà un bon morceau. Oui. Je ne sais pas si vous réalisez quand vous faites un travail. Là, c'est bien. Ce que vous venez de dire là, c'est très clair. C'est la phrase qu'on venait de sortir. Oui, j'ai déjà... Ça, cette clarté, c'est une thèse en soi. Oui, voilà. Mais comment... Oui, peut-être j'ai mal posé les hypothèses. Parce que dans les premiers axes, je peux faire deux hypothèses, seulement deux hypothèses. Il existe H0, il existe une relation entre consommation d'électricité et croissance économique. L'hypothèse alternative sera l'absence de causalité. Et je vais montrer ça empiriquement. Pour le deuxième axe, puisque l'énergie électrique, d'après les études, l'énergie électrique est polluante. Il existe déjà une batterie des études qui ont travaillé sur ça et montré que l'énergie électrique est polluante. Parce qu'il y a
quoi. Oui, bah voilà, c'est ce qu'on avait dit. C'est pas évident qu'elle est polluante. Il y a des travaux à condition que. Il y a des travaux, oui, il y a des travaux qui montrent que l'énergie électrique d'origine non renouvelable et d'énergie renouvelable. Oui. Voilà, fuel fossile. Fossile. Donc c'est déjà, il faut restreindre déjà la question. Voilà. Hein. C'est pourquoi je vais intégrer l'innovation technologique dans les énergies renouvelables. Ce sont des solutions pour diminuer les émissions de CO2 émises par l'électricité d'origine non renouvelable. Oui, mais ça, vous ne l'intégrez pas comme problématique, non plus comme élément de solution. Le cœur de la problématique, il faut vraiment le cerner autour d'une question principale. Oui. Et là, vous en avez beaucoup. Voilà. Mais c'est vous qui allez faire le boulot. Oui, juste, je fais beaucoup de questions juste pour clarifier ce que je vais faire et ce que j'ai déjà fait. Voilà. Donc, c'était pour vous orienter sur quelque chose de plus précis, de plus maîtrisable. Voilà. Vous pouvez finir dans les temps. Oui. Pour l'échantillon, je vais travailler sur des données de panel, puisqu'il existe des méthodes empiriques nouvelles et qui... Et la source, de ces données, est-ce que ça existe? Tu as l'accès pour ces sources ou non? Les sources des données, je n'ai pas encore... il faut y réfléchir. Oui, voilà. Sinon, parce que là, puisque tu es encore dans une étape où tu peux orienter même ta méthodologie. Si cette source-là, ça existe, tant mieux. Si ça n'existe pas, il faut orienter vers d'autres méthodologies, études de cas, analyse qualitative. Parce que là, la collecte de données, c'est toujours problématique, surtout dans les pays comme voilà. C'est pourquoi je suis là. Moi, j'ai souffert. Pour collecter des données par un questionnaire, j'ai souffert. Alors là, les données c'est pour ça qu'elle est là, quand même. Ok, est-ce qu'on peut revenir vers un deuxième tour, si ça ne vous dérange pas? Parce qu'il y a des gens qui ont des questions brûlantes. Brûlantes dans tous les sens du terme. Allez, vas-y. On reprend par là et puis on refait. Et puis merci pour les deux présentations. On a senti qu'il y a un manque, parce que vous travaillez dans une entreprise, sur une PME. Il y a un manque dans les théories du management, des gestions, et précisément dans tout ce qui est management stratégique. C'est-à-dire, la connaissance tacite, explicite, en fait, c'est comment on va la transformer, par exemple, à des capacités dynamiques, à des capacités stratégiques, et après préciser capacité d'apprentissage, capacité d'imitation, capacité d'innovation. Ça, c'est très important, et revenir, bien sûr, à la théorie des ressources-based view, en fait, la théorie du management des ressources, pour clarifier, en fait, pourquoi il y a cette importance des connaissances pour les entreprises. Parce que votre terrain, c'est que vous avez parlé d'une PME, et il faut voir, en fait, les préoccupations de cette théorie en matière de l'aide à la prise de décision, de développement des capacités stratégiques pour les entreprises. Et je crois que ça, c'était un manque dans le cadre théorique qu'il faut le voir. Plus, bien sûr, la particularité de votre secteur, c'est que c'est un secteur là où il y a une grande importance donnée à la chaîne logistique. Donc pourquoi pas clarifier les méthodes qui sont utilisées, Six Sigma par exemple, c'est une méthode qui est très utilisée maintenant. La fonction logistique. La fonction logistique aussi, parce qu'on a beaucoup de débats théoriques sur cette question, et faire bien sûr le lien avec tout ce qui est capacité pour l'entreprise. Au plan méthodologique, je reviens sur que vous avez travaillé avec une étude de cas. Peut-être que vous n'avez pas cité comment vous avez fait pour la façon de faire en fait de votre étude de cas, mais il y a le manque que j'ai senti, c'était pourquoi le choix de cette entreprise. Quels sont les critères en fait qui déterminent que cette entreprise, on peut tirer des enseignements, on peut analyser à travers cette entreprise les effets sur des connaissances tacites et explicites. Donc le choix de l'entreprise, il est important, et le choix du secteur, vous avez présenté une analyse descriptive du secteur, de son importance pour l'Algérie, qui est une importance pas seulement économique ou managériale, mais c'est une importance même géostratégique et géopolitique. Donc la question portuaire. Les résultats, je rejoins M. Flat et Farouk même sur la question, c'est que PGF il est trop critiqué dans la littérature. Mais il est trop utilisé. Donc là, il faut juste en fait justifier. Ce sont des données. Exactement. Mais il faut justifier dans l'article pourquoi PGF. C'est ça. Et on sait qu'il est trop critiqué.
on a senti en fait un gap entre les résultats et les perspectives, c'est l'interprétation de vos résultats. C'est-à-dire en fait votre rapport en fait réel dans l'article, c'est la particularité du terrain. C'est PME algériennes et PME qui travaillent dans le secteur portuaire. En fait, on veut savoir à travers les résultats, c'est quoi les interprétations qu'on peut tirer de ce secteur, qu'on peut tirer sur la dimension même de l'Algérie. Et l'utilisation d'une étude de cas, en fin de compte, c'est pour avoir des conclusions même théoriques. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut développer en termes de théorie sur les connaissances et qu'on peut tirer d'un terrain, d'une économie en voie de développement, d'une économie qui a les particularités qu'on le connaît sur l'économie algérienne. Ça, c'est pour la première présentation. La deuxième présentation, le thème il est très intéressant et je reviens en fait à propos de M. Djeflat, c'est que toujours la thèse, c'est une cascade d'arbitrage. C'est-à-dire on doit délimiter en fait le périmètre du travail sur la thèse et je vois que le point de départ, c'est déjà à partir de votre titre. Le titre, il y a économie, il y a énergie électrique, il y a économie verte, il y a opportunité de développement, risque environnementaux. 4 mots, franchement, qui représentent des courants de pensée. Donc, dans l'économie verte, est-ce que vous allez travailler sur les énergies renouvelables, le développement durable, peut-être même tourisme durable, parce que c'est une question qui est importante en Tunisie. Donc, il faut vraiment préciser le cadre sur ces 4 mots pour, en fait, développer le cadre théorique de votre thèse. Bon, merci. Merci. Vous avez noté oui, continuez, on fait le tour de merci pour vos présentations. Je vais commencer par toi, d'abord. Alors, moi, j'ai été dérouté quand tu as présenté la problématique et ton hypothèse. La question que tu poses en disant est-ce que la connaissance tacite est une ressource stratégique, tu réponds les connaissances tacites ne sont pas exploitées par les entreprises portuaires. Moi, je vois hiatus. Ouais, il y a un problème. Donc, il y a soit un problème sur... il y a un vrai hiatus. Et en plus, il est flagrant parce que tu le présentes et il saute aux yeux. Donc, tu as soit un souci sur ta problématique, ou soit un souci sur ton hypothèse. Du coup, je me dis que déjà, tu utilises le terme de ressources stratégiques, un peu ce que vous disiez, M. Djeflat. Je serais plus sur des capacités dynamiques, parce que pour rejoindre un petit peu ce que disait Mohamed, on est sur un courant évolutionniste, un courant transformiste. Du coup, tu nous expliques ce que c'est qu'une connaissance tacite, et j'ai l'impression que tu es dans une circulaire. Alors, tu continues à travailler sur les connaissances tacites sans montrer de relation. Enfin, donc, tu parlais tout à l'heure de performance. Est-ce que tu veux montrer une relation entre la connaissance tacite et la performance? Du coup, tu vas venir insérer une variable. Donc, quelle variable? Quelle transformation tu veux proposer? Ou alors, est-ce que tu veux parler de connaissance tacite? Comment la transforme en connaissance explicite? Enfin, donc là, il faut vraiment clarifier les choses. Je pense que tu devrais peut-être te faire un schéma, quelque chose comme ça, pour vraiment exposer tes variables, parce que tu traînes pas mal de connaissances tacites, tu nous en parles, en même temps, on voit pas trop le lien avec l'étude de cas que tu nous proposes, et même, finalement, on se pose la question, à quoi sert, finalement, la com ou ce que tu veux nous proposer? Qu'est-ce que tu essayes de démontrer, finalement? Qu'est-ce que tu nous proposes? De plus ou de moins de ce qui a été fait? Est-ce que j'ai d'autres questions? Non, une grosse question. Ouais, ça suffit. Non, mais c'était ça ma principale interrogation, parce que je pense que si tu réponds à ça, tu vas avoir les choses un peu mieux. Et pour la deuxième, présentation, moi j'ai une question très simple. Si tu veux élaguer finalement tous tes sujets, si tu veux faire du tri, tu dois te poser une question simple, quel est le but de ta thèse? Et si tu arrives à définir ton but, tu vas définir un concept et tu vas pouvoir partir dessus. Voilà, tu vas pouvoir faire du tri, quoi. Très simple. Tout à fait. Oui, alors on continue. Oui, Robert. Bon, excusez-moi, j'ai pas suivi vos interventions, mais je vais juste intervenir par rapport à la deuxième présentatrice. Juste une question à lui poser par rapport à la partie méthodologique. Bon, ça sera peut-être pas, je vais pas vous... Il y a eu déjà trop de questions, mais c'est juste vous demander de peut-être préciser des choses. Lorsque vous dites que vous allez mobiliser autant
questions d'économie, notamment l'économie d'énergie, l'économie de l'environnement, l'économie du changement technologique. Ok? Dans la partie, ça sera pluridisciplinaire. Alors, j'aimerais juste peut-être attirer votre attention en disant que chaque fois que vous allez mobiliser peut-être autant de sciences, alors il va falloir aussi nous montrer très clairement à quelles questions, par exemple, ces sciences-là te seront nécessaires pour y répondre. Par exemple, si vous utilisez l'économie de l'environnement, vous utilisez cette discipline-là, elle va répondre à quelles questions dans votre problématique? Ça répondra à quelles questions? Ok? Donc il va falloir aussi le préciser. Sinon, ça ne sert à rien, par exemple, de nous dire que bon, ben, je vais utiliser autant. Ça revient un peu à la question qu'on vous a posée tout à l'heure aussi. Mais il va falloir préciser. Si j'utilise l'économie de l'environnement ou l'économie, je ne sais pas, politique, ainsi de suite, donc je vais m'en servir pour répondre à tel type de questions que j'ai soulevé dans ma problématique. C'est tout ce que je veux. Okay. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ça, donc on vous donne votre réponse, si vous avez des commentaires. Merci, presque c'est les mêmes remarques, mais quand même. Alors, je commence par la question de notre ami Younes, du cadre théorique. Pourquoi on n'a pas pris la théorie des ressources voilà. Ben, en fait, cette théorie n'a pas évoqué elle a évoqué les compétences, les talents, la question, je pense, de l'apprentissage. C'était avec l'apparition de l'article de Werner Felt en 1984, après les travaux de Bernay en 90-91, mais la question de la notion de connaissance n'était pas évoquée. C'est pour cette raison que je l'ai pas pris en considération. J'ai pas pris les travaux de ces auteurs en considération. Donc l'article se fonde beaucoup plus sur les travaux des auteurs évolutionnistes, à savoir Lundvall, Johnson, Jeplat, etc. Ben, elle est intéressante, mais je ne l'ai pas pris en considération. Oui. La question est plus fondamentale que ça. Moi, je crois déjà qu'il faut déjà mentionner qu'il y a des théories de management qui ont d'accord. C'est ça la vraie question. Oui, pas ça est important. La question est à la frontière de deux champs disciplinaires. Exactement. D'accord. Et ce croisement économie-gestion, c'est un vrai problème. Et parce que là, le problème c'est quoi? C'est que moi, je vois plutôt votre stratégie de publication d'articles. C'est que après, est-ce que vous allez viser une revue économique ou bien une revue de sciences de gestion? Oui. Bonne question. Justement, si tu veux répondre à ce problème, il faut que tu utilises une théorie évolutionniste. Comme ça, tu vas pouvoir combiner les deux. Aussi bien le management que l'économie. Il faut que tu utilises une théorie, je vais dire transformative, évolutionniste. Donc le problème de la RBV, en fait, elle est trop statique. Elle reste sur des ressources vigiles. Qualitatives. Pardon? C'est bon. Mais c'est bien de mentionner les critiques. Oui. Vous avez entièrement raison. On est dans quelque chose qui est piton. C'est vrai. En fait, je le laisse, parce qu'en fait, c'est lui qui a fait le terrain. Et donc, en fait, on a discuté, parce qu'en fait, il est plus en même à connaître le terrain plus que moi. C'est pour ça que je laisse parler, mais je peux parler. Parce qu'en fait, l'article, pour reprendre l'idée, parce que tu l'as dit qu'on ne voit pas où est-ce que tu veux en venir, donc je le répète. Donc en fait, il faut dire qu'en fait le travail est innovateur. En fait, on va dire que c'est le premier de parler de la connaissance tacite dans le secteur en fait, en Algérie. Donc en fait, l'idée c'est de faire une étude exploratoire, en fait, de voir ce qu'il en est réellement, de l'explicite et du tacite. Donc en fait, on n'est pas au stade de faire des conclusions théoriques et conceptuelles.
Donc l'idée c'est de... Étude exploratoire, on ne peut pas le faire avec étude de cas. Méthodologiquement parlant, on ne va pas utiliser une étude de cas pour faire une étude Mais exploratoire. bon, parce que, pourquoi étude de cas? Parce que c'était une seule entreprise. D'accord? C'était pas en fait, c'était pas une analyse sectorielle. On peut faire le lien, vous pourriez vous situer sur deux niveaux d'analyse, c'est-à-dire une analyse organisationnelle et une analyse économique. Sauf que vous pouvez même développer un modèle, un appareil conceptuel qui soit syncrétique, c'est-à-dire qui combine deux théories, quitte à observer certaines règles. C'est-à-dire que les concepts que vous allez mobiliser dans votre étude, il faut qu'ils soient des concepts multiniveaux. Vous pourriez parler de performance organisationnelle, ou de performance individuelle, ou de performance économique, parce que le concept transcende plusieurs niveaux. Vous pouvez parler de coordination, mais la difficulté, c'est que si on mobilise un appareil conceptuel avec deux théories différentes qui s'articulent sur deux niveaux d'analyse, il va falloir que les concepts suivent. Et c'est là où se trouve toute la difficulté. C'est-à-dire qu'au final, vous avez un travail qui est très intéressant, mais je trouve qu'il y a quand même, ça ressemble à un patchwork. C'est-à-dire plusieurs parties, l'appareillage conceptuel, la méthodologie, le type de données, les résultats, l'interprétation, qui ne s'agencent pas très bien, et du coup, je pense que la validité interne reste du travail, de la recherche, reste assez difficile à argumenter, pour ne pas dire table. Alors ceci, oui. J'ai terminé. J'entends, il y avait un bout d'explication qui nous a pas donné. Non, en fait, c'est sur l'émergence des idées de la construction de l'article, c'était de, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, c'est ça, en fait, on est parti sur le repérage en fait, de l'explicite. Ouais. Et du coup, on a débouché sur cette question qu'il y a une part de tacite dans cette entreprise. Et donc, ça ne dispense pas d'avoir un bloc théorique cohérent et voilà, c'est pas parce qu'on le fait à titre exploratoire qu'on peut rester à la superficie des choses. Et on a voulu faire une partie historique sur le secteur, donc que quelques-uns en fait ont vu que c'était pas important dans l'article. Je pense que c'était important de faire cette historique parce que pour ne pas dire qu'il n'existe pas, il y avait peu de travaux sur cette thématique, sur en fait, de la présence du tacite dans les entreprises publiques et portuaires. C'est pour ça en fait qu'on a pensé de mettre le mot paradoxe, parce qu'en fait il existe et que l'entreprise en fait ne se rend pas compte en fait à travers la méthode ROI et la PGF en fait on a vu en fait que cette part existe réellement dans l'entreprise. Oui, mais alors il faut aussi l'assumer tout au long de l'article. Et que le paradoxe, effectivement, est repris à la fin dans la partie discussion. Ouais. C'est la partie discussion qui est aussi... Non, je suis d'accord avec vos remarques, elles sont pertinentes, vos remarques, et c'est pour ça qu'on présente l'article. C'est pour ça qu'on réagit. J'ajouterais seulement à ce qui était dit par Adar, c'est que l'apport, en fait, l'originalité de votre travail, c'est le terrain. C'est l'apport pratique, c'est que vous montrez à travers l'étude des PME portuaires en Algérie. Ça, on n'a pas senti en fait dans la présentation. Elle est là, mais on n'a pas senti dans la présentation en fait comment voir ces pratiques en fait sur ces entreprises. Sur le bloc théorique, moi je suis pas en fait, je ne voulais pas dire d'utiliser la ressource based view comme théorie de référence, mais il faut en fait marquer le passage. Prendre une position par rapport, même si c'est une position critique par rapport à des théories qui ont touché le sujet. Que j'essaye de surtout que vous travaillez avec une entreprise. Les théories de management, on n'a pas vu trop de management stratégique dans la présentation. Voilà. Bon, écoutez, tout ça c'est très important, mais on me rappelle que notre porte se fermait automatiquement et on va passer la vie. Alors, merci pour tout le monde et bravo pour le travail. Et bon courage pour la suite, bien entendu.